Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM et sur la télévision True TV. Nous parlons aujourd'hui du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'ouvre ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie, au moment où le Niger enregistre un énième coup d'État. Et pour décrypter ces événements, nous avons convoqué Ouseni Ili, enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou et chargé de cours à l'Institut des hautes études internationales. Bonjour Monsieur Ili et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Fidèle au poste, le juge Bernard Bougma et Geoffroy Vara siègent pour cette audience de jeudi. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomondi, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui juge Vara, bonjour président Tomondi, bonjour madame, messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour juge Bernard Bougma. À nouveau bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges que vous attendiez tant et c'est Geoffroy Vara qui commence cette séquence. Oui, merci président. On a le sujet principal qui est le Niger. Hier aussi, on a eu droit à un communiqué, c'est le 26 juillet, le communiqué qui émanait du chef d'état-major général des armées qui a apporté un démenti catégorique à certaines allégations qui faisaient état de manifestations à l'intérieur de certains camps et que cela était, en tout cas pendant des heures, relayé sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées apporte un démenti catégorique à ces allégations dont l'intention manifeste est de manipuler l'opinion publique. Et il rappelle que ce n'est pas intéressant, en tout cas dans un moment où on est sur les questions sécuritaires et où les militaires là sont sur ce front-là. Ce n'est pas bon que certains sur les réseaux sociaux s'adonnent à ce type de dynamique là pour déstabiliser. En tout cas, le contexte ne s'y prête pas et on comprend pourquoi c'est pris aussi avec beaucoup de sérieux très rapidement par le chef d'état-major général des armées pour qu'il y ait ce communiqué-là. Maintenant, ceux qui entrent dans ce type de jeu, je pense qu'ils savent bien ce qu'ils veulent et c'est assez dangereux. Maintenant, quand on prend le cas des réseaux sociaux, le problème c'est que les uns prennent les informations sans vérification et les partagent. Donc, se font le vecteur même de ce type d'informations-là. Et c'est ce qui est vraiment dommage. En tout cas, on nous a rassurés et on est rassurés. On nous a rassurés et Bernard Bougma va également nous rassurer, sans doute, avec un avant-propos rassurant. Bon, mon avant-propos, c'est un deuil. Alain Zoubga qui n'est plus. Docteur Alain Zoubga, vous savez, qui a été secrétaire général du ministère de la Santé sous la Révolution et après il a été ministre de la Santé et on se rappelle que dans le dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw, il a été ministre également de l'action sociale du gouvernement de Thiaw, ça c'était en 2012. Bon voilà, donc Alain Zoubga qui n'est plus à présenter vraiment à la scène politique burkinabé, président de l'autoparti PSR. Alors, je pense qu'on devait le recevoir il y a quelques semaines de cela. Et bon, à la dernière minute, il n'a pas pu venir. Et donc, c'est quelqu'un en tout cas aussi qui aura marqué la scène politique burkinabé à travers ses sorties et à travers également son action. Donc, j'ai dit Alain Zoubga, c'est aussi ceux qui ont marqué la révolution burkinabé sous Thomas Sankara. Voilà, à l'époque où il était déjà secrétaire général du ministère de la Santé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est père son âme et puis beaucoup de courage à sa famille biologique et politique. Et quand on regarde au niveau de ceux qui ont marqué l'époque révolutionnaire, vous voyez déjà que juste avant lui, c'est Pierre Ouedraogo qui a aussi été inhumé, le patron, l'ancien patron des CDR, donc aussi qui a succombé il y a quelques jours avant Alain Zoubga. Ce sont aussi des gens qui ont marqué la vie politique burkinabé, la vie révolutionnaire, mais qui ont aussi par devers eux un certain nombre d'informations, une certaine façon de faire de la politique burkinabé. En tout cas, c'est un vide laissé par des gens qui ont marqué
notre vie politique. Et donc, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est le repos éternel. Et c'est ce que j'avais comme avant-propos. À l'âme de Alain Zoubga, en effet, est resté disponible jusqu'à la fin. On devait le recevoir, vous l'avez rappelé, sur ce plateau. Il n'a pas pu venir en raison de son état de santé. Et Alain Zoubga, qui sera conduit à sa dernière demeure samedi prochain, paie vraiment à son âme et sincères condoléances à toute sa famille. C'est la 4e audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui reçoit pour vous Ousseni Ili, enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara et directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Ili est également chargé de cours à l'Institut des hautes études internationales où il enseigne notamment les relations internationales ainsi que la politique étrangère des grandes puissances. Avec lui, nous parlons du sommet qui regroupe les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg plusieurs chefs d'État africains et celui de la Russie, ainsi que du forum économique qui l'appuie. Mais avant, évoquons ce énième coup d'État survenu hier au Niger. Bernard Bougman. Oui, là, c'est une question que je vais poser à notre invité. Est-ce que, pour Bazoum, c'était très compliqué. Est-ce qu'il pouvait tenir compte tenu de beaucoup de facteurs? Sa candidature a fait l'objet de plusieurs recours. 7 candidats la seule journée. Avant cela, parce qu'on était en décembre 2020, le 2 décembre, le 8 décembre, la même Cour constitutionnelle avait déjà rendu des décisions sur des recours. Et après, il y a 7 candidats qui ont introduit leur recours. Je pense que c'était un 15 décembre ou un 18 décembre. La Cour leur a renvoyé à la même décision. Et après, je pense qu'il y a Salou Guibo également qui était rentré dans la danse. Donc déjà, ce n'était pas facile de pouvoir faire face à telle situation. Et après, il est élu et son challenger, le perdant, attaque et jusqu'à même devant la CEDEAO pour contester toujours les résultats. Donc sur sur ce front politique, c'était déjà pas simple pour lui. Est-ce qu'il pouvait même tenir dans ces conditions-là? Alors, merci beaucoup. Je pense qu'avant de répondre directement à votre question, je pense que c'est dommage ce qui se passe au Niger, parce que je pense qu'on ne s'attendait pas véritablement à ce coup de force en ce moment précis-là, compte tenu des informations qu'on a de ce pays, notamment au plan sécuritaire, qui semblait être, en tout cas, mieux se défendre que notre pays et le Mali. Et c'est vrai, je suis un peu d'accord avec certains qui pensent qu'il peut y avoir des coups d'État salvateurs ou moralisateurs ou je ne sais quoi, mais en tout état de cause, le coup d'État ne peut être utilisé comme un moyen d'accession au pouvoir. Et malheureusement, c'est ça qui est en train de revenir en Afrique de l'Ouest et c'est ça qui est dommage. Parce que, comme je l'ai dit, il peut y avoir des circonstances où on peut accepter le coup d'État, on peut faire, pas accepter, on peut faire avec, comme ça a été le cas au Mali, au Burkina, en Guinée également. Il y a des raisons plus ou moins objectives qui ont fait d'ailleurs que les populations ont plus ou moins accepté ces coups d'État-là. Mais ce qui arrive au Niger, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas de raisons sérieuses qui tiennent. Maintenant, ce que vous dites, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir des raisons subjectives qui justifient ce coup d'État, et parmi lesquelles, justement, ce que vous avancez, puisque le président Bazoum fait partie des minorités ethniques au Niger. Effectivement, même sa nationalité est souvent contestée. Donc, ces éléments-là peuvent avoir joué, mais si c'est ça, c'est encore plus dommage, parce que l'élection de Bazoum avait été vue par beaucoup comme étant un signe d'ouverture de l'esprit des Nigériens. Parce qu'en Afrique en général, on sait que les facteurs ethniques jouent, et pour que quelqu'un qui soit issu d'une minorité ethnique puisse être élu, puisqu'il a été élu en Afrique, ça avait été salué par beaucoup comme étant un signe d'ouverture de l'état d'esprit au Niger. Donc si ce sont ces raisons-là qui justifient, en tout cas des raisons officieuses qui justifient le coup, je pense que c'est dommage, c'est très dommage. Ouais, en fait, je me pose des questions, parce que objectivement,
pour trouver des arguments qui tiennent, objectivement, c'est difficile. C'est pourquoi on se demande s'il ne faut pas aller chercher, puisque des recours d'ailleurs se contre sa candidature, les recours contre la candidature, les gens doutent que ce soit vraiment un Nigérien pur sang. C'était beaucoup plus la contestation liée à sa candidature. Mais dans le même temps, ils annoncent hier nous avoir pris le pouvoir. La question qui reste, est-ce qu'ils pourront tenir? Parce qu'il y a cette pression de la CEDEAO, il y a. Je pense que là, on attend de voir parce qu'en réalité, même quand on suit les informations, le coup d'État ne semble pas être consommé à 100% jusqu'à présent, puisque il y a certains éléments du régime qui continuent de contester, qui appellent toujours à résister. Qu'est-ce que ça va donner? Dans la journée, certainement, on saura. Mais si cette résistance échoue, ils peuvent peut-être tenir, mais dans tous les cas, c'est qu'est-ce que ça va donner comme résultat. C'est ça qui va être la principale préoccupation. Parce que quand on regarde, quand on fait le bilan des coups d'État qui ont eu lieu avant le Niger, le bilan ne semble pas être extraordinaire. Parce que la raison qui a été évoquée, c'est que, en tout cas officiellement, par les militaires nigériens, c'est la dégradation continue de la situation sécuritaire et la malgouvernance. Est-ce que les régimes militaires feront mieux? Dans tous les cas, on a au Mali un régime militaire depuis à peu près 3 ans, je ne sais pas, en tout cas depuis 2020. Voilà. Au Burkina, ça fait plus d'une année, depuis janvier 2022. Alors, mais quand on regarde sur le terrain, la situation sécuritaire ne semble pas être améliorée, en tout cas à un point extraordinaire. Donc, est-ce que les militaires nigériens auront une potion magique pour sauver le pays de cette situation? On attend de voir, mais dans tous les cas, lorsqu'il y a interruption d'un pouvoir, clairement, il y a une désorganisation du système qui est là et qui, malheureusement, profite aux groupes armés terroristes. Geoffroy Farah. Oui. C'est vrai que Bernard, il met le doigt sur, en tout cas, l'un des facteurs qui pourrait expliquer les choses. Parce que je pense que 2 jours avant sa prestation de serment, il y a eu aussi une question de coup d'État avorté. Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a eu des arrestations, je pense, de personnes au Bénin. Quelqu'un un militaire nigérien au Bénin. Il y avait des relents au niveau national. Et puis, même en 2022 aussi, il y a un autre coup d'État. Je pense qu'en ce moment, le président lui-même militaire en Turquie. Ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Mais il y a eu aussi plusieurs arrestations de militaires. Est-ce que, en définitive, c'est pas que on m'a dit on a un problème avec nos armées? Moi, je le dis et je le pose comme ça. Quand on prend le cas du Niger, c'est 4 coups d'État quand même depuis les indépendances. Le dernier, c'était en 2010. Mais on s'est dit, bon, ça fait quand même, 2010, ça fait combien d'années maintenant? On est à 13 ans. Ça fait 13 ans. 13 ans. Mais voilà que l'on revient encore avec cela. Les tentatives sont répétées, en tout cas, contre les présidents, enfin, élus. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le problème des armées? Alors, oui, je pense qu'en partie, c'est lié aux armées, mais je pense que les responsabilités peuvent être partagées. Il y a aussi la classe politique, parce que, et surtout la façon dont la démocratie est mise en œuvre dans nos pays. C'est vrai, tous les coups d'État n'ont pas les mêmes raisons, en tout cas valables. Mais quand vous regardez parmi les 4 coups d'État, si on ajoute le coup d'État de Niger en ce moment, quand vous regardez ce qui s'est passé en Guinée, c'est dû à une confiscation du pouvoir par un individu. Voilà, donc le système démocratique était verrouillé, bloqué par un individu qui est un civil. Donc en réalité, l'intrusion des militaires, c'était comme si en réalité ils venaient pour sauver la démocratie, ce qui est paradoxal. Quand vous regardez également au Mali, au Burkina, c'est clair que c'est la situation sécuritaire qui a justifié. Puisqu'à un moment donné, on ne sentait pas une amélioration de la situation, mais est-ce la faute des civils au pouvoir? Ça, on peut en discuter. Mais il est clair que la façon dont la démocratie fonctionne dans nos pays, il y a quand même un échec, une confiscation qui bloque l'alternance, et doublé d'une mauvaise gouvernance, qui fait que lorsque les militaires font irruption, finalement les populations acceptent. Parce qu'au fond, c'est ça le problème.
Si ces coups d'État étaient rejetés par les populations, c'est clair que les militaires ne pourraient pas rester. On a vu ce qui s'est passé en 2015 avec le coup d'État chez nous, où avec la pression de la rue, les militaires étaient obligés de partir. Mais paradoxalement, en 2022, ce sont plutôt les populations qui ont accueilli ce coup d'État. Donc c'est vrai, on a des armées qui sont, en tout cas, qui ont évolué dans un esprit, dans un état de coup d'État. Mais on avait quand même eu une accalmie à un moment donné. Maintenant, malheureusement, l'échec ou en tout cas la remise en cause des principes démocratiques a fait que finalement ces militaires sont de retour et semblent être acceptés par les populations. Mais en tout cas, en tout état de cause, je pense que, de mon point de vue, on peut être obligé à composer avec les coups d'État, mais je pense qu'une démocratie, aussi bancale soit-elle, est mieux que le coup d'État comme moyen d'accession au pouvoir. Parce que, comme on l'a dit, si vous faites un coup d'État, votre principal souci, c'est de protéger votre pouvoir. Donc, il est clair que c'est la loi du plus fort et dans cette situation-là, ça va être très difficile pour nos États de s'en sortir. Oui, je crois vraiment. Moi, je posais le problème de l'armée pour le cas nigérien seulement. Quand je parlais des 4 coups d'État, je pense que le premier c'était 74 ou avril 74, le dernier c'est février 2010. Et 4 coups d'État, aujourd'hui ils reviennent encore. Je dis, et quand on regarde, ils reviennent dans un contexte où bon, c'est difficile d'avoir des éléments. Quand vous prenez 2022, le taux de croissance du PIB, produit intérieur brut nigérien, il était quand même de 11,5%. Ouais. Quand vous ramenez à la tête d'habitants, c'est une progression de 7,7%. On sait que là-bas, l'élevage, c'est 17% de la population. Mais là-bas encore, il est parvenu à faire des restructurations parce qu'ils sont très dépendants des effets climatiques. Il a fait beaucoup de boulot. Donc, économiquement, c'est-à-dire sur le plan économique, c'est difficile d'aller l'y chercher. Ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qui serait mis sur la table comme justification. Donc, je dis, est-ce que ce n'est pas, pour le cas du Niger, principalement, ce n'est pas une armée qui n'est pas républicaine? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, et particulièrement pour ce coup d'État précis. Parce qu'il ne faut pas aussi généraliser, parce que si on a vu le coup d'État contre Tandja, c'était aussi lié à un verrouillage de la démocratie. Mais pour ce coup d'État précis, il est clair qu'on va chercher les raisons objectives. On n'en trouvera pas. Parce que sur le plan sécuritaire, comme je l'ai dit, en tout cas, toutes les données, toutes les informations montrent que le Niger, parmi nos 3 pays, est le pays le plus stable, qui arrivait en tout cas à contenir l'idée terroriste. Sur le plan de la gouvernance économique, je n'achète pas grand-chose, mais en tout état de cause, on n'a pas entendu de scandale financier extraordinaire depuis que le président Bazoum est au pouvoir. Donc, prétexter de la dégradation continue de la situation sécuritaire et la malgouvernance pour prendre le pouvoir, je pense que ce sont des raisons, en tout cas pour ces cas précis, ne tiennent pas la route. Mais est-ce que la question des soldats étrangers peut être un élément? Parce que là, on parle d'une armée qui est en train de voir plutôt des bottes étrangères auxquelles le président fait plus confiance, même dans son discours. Tout à fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est à la limite si on ne montre pas que son armée est incompétente. Non, tout à fait. Ça, c'est vrai. Il y a la question, effectivement, de la présence massive des soldats étrangers, notamment français. Mais en tout état de cause, on n'a pas, en tout cas pour le premier discours qui nous a été servi, cet élément n'a pas été avancé. On n'a pas senti que c'est dans le même esprit de rupture que ce qui s'est passé au Mali et au Burkina qui est mis en avant. Donc on attend de voir si le coup d'État réussissait véritablement, quelle va être l'orientation. Si effectivement il y a un esprit, si ça s'inscrit dans le même esprit qu'au Burkina ou au Mali, il est clair que cet élément-là aura joué, parce qu'effectivement, il est clair, il faut l'accepter, le sentiment anti-français effectivement est très développé dans la sous-région et également y compris anti-politique française. Non, en réalité moi je suis pas, quand les gens disent ça, moi je suis pas d'accord, parce qu'on ne peut pas séparer les autorités françaises du peuple français, ça tient pas. De toutes les façons, les autorités françaises ont été élues par les Français. Si les Français sont contre la politique française, ils choisissent d'autres personnes qui vont mettre en œuvre d'autres politiques. Mais on n'a jamais. Et en réalité, quand vous regardez en France, en Occident de manière générale, les dirigeants n'ont jamais été élus sur la base de leur politique étrangère. Ce qui préoccupe les Français, c'est la politique intérieure. Ce que leur gouvernement fait à l'étranger, ce n'est pas leur problème. Même s'ils veulent donc aller piller, faire tout ce qu'ils veulent, ce qui les préoccupe, c'est leurs conditions de vie à l'interne. Donc en réalité,
Et moi, je ne pense pas qu'on peut séparer le gouvernement français du peuple français. Il a été élu par le peuple français. Si le peuple français n'est pas d'accord, qu'il élise un autre gouvernement qui est moins impérialiste ou pas du tout impérialiste. Alors que je ne pense pas qu'on peut sortir des dirigeants non impérialistes dans ces pays-là. C'est ancré, j'allais dire inné dans leur... C'est dans leur gène, bien sûr. J'ai dit anti-politique française parce que je ne vois pas des Français qui aient des problèmes, que ce soit au Burkina ou au Mali, juste parce qu'il est français. Non, c'est la politique de ce pays-là qui dérange. La politique est mise en œuvre pour les Français. Si les Français ne sont pas d'accord, qu'ils sortent dans la rue. Pourquoi, quand on a voulu faire la réforme de retraite, ils sont sortis dans la rue? Pourquoi, quand il y a des choses à l'intérieur, ils sortent? Mais pourquoi, quand les Africains crient que leur politique, la politique de leurs dirigeants consiste à piller leurs ressources, est-ce que vous avez déjà vu un Français qui est sorti dans la rue pour protester? Non, la dissociation n'est pas du point de vue du débat en France. La dissociation, c'est du point de vue du sentiment africain, qui n'est pas celui qui est contre un Français, mais contre une politique d'un pays qui est mené dans le sien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu ce qui s'est passé chez nous à l'occasion du coup d'État du 30 septembre. On a appelé à tuer des Français. On a allé brûler l'Institut français. Qu'est-ce que l'Institut français? L'Institut français, au contraire, c'est dans l'intérêt des jeunes burkinabés. Mais on a eu des appels ici à aller tuer des Français. Donc en réalité, la question est plus profonde aujourd'hui, qu'il faut prendre très au sérieux. Mais justement, appeler à aller tuer des Français, brûler l'Institut français, ce n'est pas, c'est pas du fait des Français que ces coups d'État-là interviennent. C'est, comme a dit Juge Vara, c'est plutôt du fait des agissements de l'État français et de la politique que cet État met en œuvre vis-à-vis de... L'État français, il n'y a pas un État sans population. En droit, nous définissons l'État par trois éléments. Le territoire, la population et le gouvernement. Donc quand vous dites l'État français, c'est la population française. Et aujourd'hui, la démocratie fonctionne assez bien là-bas pour permettre aux populations que lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec une politique, qu'elles mettent de côté les dirigeants. Mais on n'a jamais vu ça. Aucun président français n'a jamais été cherché du pouvoir à cause de sa politique étrangère. Ça n'existe pas. Donc, aucun président africain non plus. Alors, parlons du Niger et de ce coup d'État. Il y a une médiation qui est toujours en cours. On annonce l'arrivée de Patrice Talon. Vous y attendez quoi? On peut attendre quoi de cette sortie de la CEDEAO? Je pense que ça a très peu de chances de réussir parce que d'autant plus que le coup d'État a été déjà consommé, plus ou moins. Maintenant, est-ce que si c'est une médiation pour remettre le pouvoir au président Bazoum, je pense que ça va être très difficile. Maintenant, il peut y avoir des discussions sur, puisque le président est toujours retenu, sur ses conditions de sécurité, de libération. Mais en tout cas, pour retourner le pouvoir, je pense que ça va être très très délicat, très très compliqué en ce moment précis. Oui, quelque chose encore sur le Niger? Oui, mais ça reste très confus parce qu'au départ, selon les informations, c'est que ceux qui étaient en faction devant les télévisions nationales et autres n'étaient pas du bord des putschistes. Mais après, on apprend qu'il y a des communications qui ont pu se faire même au niveau de la télévision nationale. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je pense que ce qui va faire la décision, c'est comment les autres corps se positionnent par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que ça pourrait arriver qu'ils se dissocient de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Ça va être difficile parce que si le coup d'État a déjà été plus ou moins consommé, et quand on a vu les images à la télé, il semble qu'en réalité c'est l'essentiel des composantes de l'armée nigérienne qui étaient représentées, parce qu'il y avait un groupe de militaires. Donc si l'essentiel des composantes de l'armée était à la télévision, je suppose que ils ont plus ou moins l'accord de leurs unités. Et donc, dans ce cas-là, peut-être sauf la rue, moi je pense qu'aujourd'hui, le seul élément qui peut faire
échoué ce putsch-là, c'est la rue. Maintenant, quel est l'état de cette rue-là, rue pro-Bazoum, pro-régime, quelle est sa force? C'est ça peut-être qui peut, sinon le reste, ça va être compliqué. Oui, Bernard Bouma. Oui, mais nous avons vu un coup d'État consommé qui n'a pas prospéré au Burkina, parce que pour Diendéré, ça a été consommé. Ouais. Il a lu la déclaration, l'organe dirigeant a été proclamé, les dirigeants ont été écartés et tout. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas prospéré. Mais comme vous dites que c'est consommé, c'est pas sûr que ça ne puisse pas marcher. Alors qu'il y a eu un cas école aussi au Burkina. Ça a été consommé, mais à la fin, j'ai été obligé de faire marche arrière. Est-ce que c'est pas un cas école et que ça ne peut pas se reproduire au Niger aussi? Tout à fait, c'est pour ça que j'ai souligné l'élément de la rue. Si en 2015 ça a échoué au Burkina, la rue a été beaucoup, sinon décisive. Donc, si effectivement aussi il y a une mobilisation générale contre le putsch au Niger, c'est clair que les militaires n'auront pas le choix que de céder le pouvoir. Mais tant qu'il n'y aura pas cet élément de la rue, je vois très difficilement, parce que c'est vrai, la CEDEAO est là, même les Français sont là, mais c'est clair que personne ne va aller s'attaquer, une force extérieure ne va aller s'attaquer à l'armée nigérienne pour restaurer le pouvoir pour le président. Mais s'il y a une rue qui se mobilise, c'est clair que ça peut faire basculer les choses. Ça peut faire basculer à cette nuance près qu'au Burkina Faso, on sortait d'une insurrection et que c'était un régime de transition, c'était une période de transition. Rapidement, Favara. Oui, mais quand on regarde à la fin, est-ce que toutes ces histoires ne risquent pas d'avoir des incidences profondes? Même après, qu'on revienne à l'ordre normal et qu'un président soit élu, la question des armées, ça devient quelque chose qui est dans l'arrêt de la tête. C'est-à-dire que beaucoup de présidents, à un moment donné, ce qu'ils faisaient, c'était construire une armée pour se protéger. En tout cas, avoir un bloc dans l'armée qu'ils choisissent pour les protéger. À la fin, est-ce que ça ne va pas revenir ici au regard de ce qu'on est en train de voir? Oui, malheureusement, c'est ça le véritable problème, c'est-à-dire la culture du coup d'État qui revient et qui risque de s'installer au sein de nos armées. C'est ça vraiment et même la contamination sous-régionale, parce que ça a commencé au Mali, après, voilà, on est déjà à 4 pays. Quid de la suite? Alors, donc ça, c'est véritablement un élément qui en tout cas qui fait peur, parce que comme je l'ai dit, il peut arriver dans l'histoire des pays que l'on compose, que l'on fasse avec un coup d'État, mais en aucun cas le coup d'État ne peut être utilisé comme moyen d'accession au pouvoir. Si on s'hasarde à cela, c'est l'instabilité contenue, il n'y a pas de perspective. Parce qu'un coup d'État, vous pouvez faire un coup d'État aujourd'hui, dans 2 mois, on vous renverse, ou même dans 1 mois. Bon, comment on peut organiser un pays? Comment on peut construire un pays dans cela? Donc, il faut que on fasse vite pour sortir de cette zone de turbulence. Mais encore une fois, c'est une leçon pour les politiques, pour les civils politiques qui, à un moment donné aussi, ont dévoyé les principes démocratiques, ont finalement mis l'argent devant et en faisaient ce qu'ils voulaient du pouvoir, de sorte que les populations étaient excédées et cherchaient en réalité des sauveurs. En fait, au fond, c'est ça. Ça doit interpeller tout le monde, y compris la classe politique, y compris également les militaires, pour qu'on revienne sur le droit chemin de la gestion des États. Un coup d'État, un de plus dans le Sahel, et puis on en est à plusieurs coups d'État ces dernières années, Mali, Burkina, Guinée, Tchad et maintenant Niger, au moment où le président en exercice, le tout nouveau président en exercice de la CEDEAO, tape du poing sur la table et affiche une volonté de mettre un terme à ces coups d'État et de mettre de l'ordre dans les transitions déjà en cours sur le continent. Assure donc, comme du lait sur le feu, ce dossier du Niger, comme l'a dit notre convoqué du jour, eh bien, à qui le tour? On attend de voir, et il faut espérer qu'il n'y ait pas quelqu'un à qui on fasse la passe et que justement on retombe effectivement sur nos pieds. Notre convoqué du jour, c'est Ousseini Ili qui nous parle du Niger, mais aussi qui nous parle de ce sommet Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui. Favara. Oui, le sommet Russie-Afrique, on avait le premier, c'était en 2019,
le contexte aujourd'hui, il est vraiment différent. C'est-à-dire, je parle pour nos pays comme le Mali, le Burkina, de la sous-région. Ils vont avec une Russie qui dans leur tête est comme un partenaire clé, même plus que clé d'ailleurs. Est-ce que c'est trop d'espoir pour vous, parce que la Russie, c'est la réalité aussi avec le continent, d'échanges commerciaux qui sont en train de connaître aussi des éléments nouveaux, mais qui n'étaient pas forcément vraiment tournés vers nous. Et même quand ils sont tournés vers nous, on connaît ceux qui captent le plus, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'espoir? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir de la déception? Parce que les déceptions surgissent des espoirs trop grands. Est-ce qu'il faut aller avec la prudence? Comment il faut y aller? Alors merci. Avant de répondre à la question, peut-être quelques observations préliminaires sur le sommet de manière générale. Quand on regarde déjà la participation comparativement à 2019, premier sommet, il y a quand même eu beaucoup de diminution au niveau des nombres. En 2019, on avait une quarantaine de chefs d'État. Aujourd'hui, c'est une vingtaine. Donc, il est clair que ce n'est pas à la hauteur des attentes de la Russie qui voulait profiter de ce sommet pour montrer aux yeux des Occidentaux qu'elle a encore beaucoup d'alliés à travers le monde. Alors, deuxième élément d'observation, c'est le lieu de ce sommet-là en Russie. Parce que si en 2019, il avait été envisagé que le second sommet aurait lieu en Afrique. Et Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, avait été pressenti pour l'organiser. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que finalement c'est Saint-Pétersbourg en Russie qui soit retenu pour le second sommet. Mais je pense que peut-être qu'il y a, on peut trouver des raisons, y compris le mandat d'arrêt qui plane sur la tête du président Poutine, puisque vous savez que le choix de Saint-Pétersbourg est antérieur à ce mandat. Non, mais je veux dire pourquoi le sommet est resté en Russie. Alors qu'il était envisagé en Afrique depuis 2000, après le premier. Mais bon, dans tous les cas, les raisons importent peu. Mais de mon point de vue, cette façon même pour les dirigeants occidentaux d'inviter ou de convoquer les dirigeants africains qui courent vers eux, assis dans leur palais, me paraît un peu infantilisant pour nos dirigeants. Il est clair qu'on a besoin de coopérer avec ces grandes puissances, mais pour faire en sorte qu'il y ait quand même un sentiment de partenariat, d'équilibre. Voilà, on peut tenir le sommet dans ce pays-là, l'année suivante on le tient de l'autre côté, parce que c'est quand même tout un continent face à un pays, quoi qu'on dise, quelle que soit l'importance de ce pays-là. Bon, bref. Alors maintenant, est-ce que ces dirigeants-là attendent trop de la Russie? Je pense quand même que beaucoup sont conscients des limites de la Russie, parce que quoi qu'on dise, la Russie est une puissance, c'est vrai, une puissance militaire majeure, mais une puissance économique moyenne. Voilà, ça, il n'y a pas de discussion. Quand vous regardez les données, la Russie est très loin des pays occidentaux comme les États-Unis et comme l'Union européenne, etc. Donc, en termes économiques, il est clair que si les attentes sont placées à un niveau élevé, ils vont être déçus. Et d'ailleurs, on l'a vu, en 2019, on avait promis, en tout cas le président avait promis que les relations commerciales, le commerce, on allait faire augmenter le commerce d'une manière importante. Au contraire, ce commerce a diminué, représente aujourd'hui autour de 14 milliards de dollars, comparé à la Chine qui a plus de 200 milliards de dollars de commerce avec l'Afrique et l'Union européenne également au-delà. Donc sur le plan économique, les attentes ne peuvent pas être extraordinaires. Mais maintenant, sur le plan militaire, il est clair que, sur ce point, les attentes peuvent être sérieuses parce que la Russie est sinon la première exportatrice d'armes en Afrique. Donc, c'est le pays qui vend le plus d'armes sans beaucoup de conditionnalité aux pays africains. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Dans tous les cas, pour le Burkina Faso, à l'heure actuelle, on a besoin d'armes. Puisqu'on est agressé, il faut se défendre. Donc, attendre de ce point de vue de la part de la Russie, je pense que c'est tout à fait en tout cas indiqué et le président en allant là-bas peut-être peut avoir plus. Le président peut avoir plus. Vous avez évoqué donc cette dichotomie, si j'ose dire, entre un État, grande puissance futile,
et le continent africain. Mais la Russie ne fait que suivre le chemin tracé par les autres. On a la France-Afrique, la Chine-Afrique, Japon-Afrique. On a beaucoup de quelque chose Afrique. Et finalement, tout le monde fait son commerce en Afrique. Bernard Boukma, ou bien Geoffroy Varane n'avait pas fini. Bernard Boukma. Oui, la Russie aussi a une particularité dans sa coopération. On voit des infrastructures socio-éducatives, sanitaires et sous-tropiques. Fruit de la coopération avec la Russie, c'est très rare. Très rare. Donc par moment vous voyez don du peuple japonais ou bien don de l'Arabie Saoudite, ça peut être une fontaine. Bon, pour la France il y en a à l'appel, pour les États-Unis on n'en parle pas, mais la Russie a cette particularité là. Alors quand en termes de coopération, est-ce qu'elle va redéfinir cela ou bien ça va continuer dans la même logique parce qu'elle est beaucoup plus orientée sécurité que développement? Tout à fait. Et comme je l'ai dit, hein, c'est vrai, sur le plan économique, on ne voit pas trop la Russie, mais comme je l'ai dit, elle a des limites objectives sur le plan économique. La Russie n'a pas les mêmes capacités financières que la Chine, elle n'a pas la même capacité financière que l'Union européenne, elle n'a pas la même capacité financière que les États-Unis. Mais il est clair qu'il y a des raisons aussi géostratégiques qui expliquent en tout cas cette non-présence sur les terrains sociaux dont vous faites cas, parce que en réalité, après la fin de la guerre froide, l'intérêt géostratégique que représentait pour Moscou avait pratiquement disparu. Parce que pendant la guerre froide, c'était le combat idéologique, chacun luttait pour contrôler le monde, il y avait la guerre entre les deux superpuissances. Après l'éclatement du bloc soviétique, en tout cas, la Russie s'est recroquevillée sur elle-même pour régler ses problèmes internes, tout en oubliant complètement l'Afrique. Et le combat idéologique également n'était plus de mise. Donc c'est ce qui explique qu'à un moment donné, il y a eu cet effacement de la Russie sur le continent, mais depuis que l'arrivée de Poutine au pouvoir, il s'est donné pour ambition de replacer la Russie sur la scène mondiale. Donc c'est ce qui explique ce retour en Afrique, mais c'est un rattrapage, parce que pendant pratiquement 2 voire 3 décennies, la Russie s'était complètement effacée de l'Afrique. Donc c'est un rattrapage. Il y a déjà des projets économiques qui sont faits plus ou moins dans certains pays, notamment en Afrique du Nord, mais en tout cas je pense que objectivement la Russie, même si elle a la volonté, ne peut pas investir autant que les autres grandes puissances en Afrique parce qu'elle est limitée sur le plan économique. Oui, ce que vous dites c'est vrai, mais même si il y a des limites objectives sur le plan économique, avec ses partenaires stratégiques, ne serait-ce que pour le symbole, il y a quand même des éléments symboles qu'on peut avoir, mais là on ne les a même pas, même si on est limité, il y a des pays aussi qui sont limités, mais pour les questions de symboles, avec certains partenaires privilégiés, il y a quand même des éléments symboles dont on ne peut pas faire l'économie. Non, par exemple, si vous prenez en Égypte, ils sont en train d'investir, ils sont en train de construire une centrale nucléaire de plus d'une 60aine de milliards de dollars. C'est quand même un projet très important. Mais pour l'instant, les investissements économiques sont beaucoup plus orientés vers les partenaires traditionnels, essentiellement l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, un peu aussi vers l'Est, mais en Afrique de l'Ouest, pour l'instant, véritablement, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est comme je l'ai dit, l'Afrique, et surtout l'Afrique ne représente pas encore jusqu'à présent un intérêt véritablement géostratégique pour la Russie. Peut-être que c'est en train d'émerger, mais il faut comprendre que les Russes ont toujours vu l'Afrique un peu éloignée de leur centre d'intérêt. Et encore, la Russie n'a pas les mêmes besoins que les pays occidentaux. Par exemple, vous savez que c'est un pays qui est riche en ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières. Donc, ce qui fait que l'Afrique ne présente pas véritablement le même intérêt pour lui que, par exemple, les pays occidentaux qui n'ont pas ces ressources-là, qui viennent les chercher chez nous. Donc, il y a des raisons qui expliquent, mais il est clair que dans la droite ligne des ambitions du président Poutine de replacer la Russie sur la scène internationale, il est clair que si la Russie veut que la coopération dure longtemps, soit acceptée par les populations, il faut qu'elle aille au-delà de la question sécuritaire. Alors que moi, comme je l'ai dit, objectivement,
elle n'a pas les capacités de le faire. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette coopération, ces relations avec la Russie, pour moi, sur le plan sécuritaire, elle peut durer, mais à long terme, pour moi, c'est quelque chose qui va pas, qui n'est pas, en tout cas, la Russie pourrait difficilement remplacer l'Occident dans nos pays. Alors, je rappelle à nos auditeurs que pour cette 4e audience de la semaine du tribunal de l'actualité, nous recevons Hussein Ili, il est enseignant-chercheur, il est professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Il est également chargé de cours à l'Institut des hautes études internationales. Il enseigne notamment les relations internationales. Oui, Geoffroy Vara. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, il y a un petit point que vous avez abordé, c'est la presque convocation de tous les chefs d'État d'un continent par un seul pays. Mais est-ce que ça ne devrait pas se comprendre ? C'est-à-dire par le poids même des échanges que nous avons. Vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le continent, 2020 c'était 14 milliards de dollars, échange entre la Russie et le continent, quand même c'est pas grand-chose. Dedans il faut voir 30% des céréales, 18,5% je pense pour ce qui est de gaz, pétrole et autres. Donc voilà, et nous c'est 1,9% d'exportation, le continent là-bas. Donc c'est se couper les ongles pour la Russie. C'est normal que nous on s'aligne pour aller là-bas. Quand on regarde simple échange Russie et Chine, 200 milliards. On ne va pas convoquer la Chine avec d'autres personnes. Donc c'est normal qu'on s'aligne et qu'on y aille. C'est vrai ça fait mal au cœur. On pourrait avoir mal à son orgueil, mais après ça chauffe au pays. Il faut aller chercher des armes. Il faut s'aligner. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça, c'est clairement, c'est ce qui se vit dans les relations internationales. Quand vous êtes un petit pays entre guillemets, dans tous les cas, vous êtes à la merci des grandes puissances. Ça, c'est une donne qui est, j'allais dire, universelle dans les relations internationales, malheureusement. Et justement, malheureusement, l'Afrique, pour l'instant, économiquement, n'existe pas. Bon, c'est trop dire, mais en réalité, quand vous regardez tout un continent dont le produit intérieur brut ne dépasse pas véritablement celui de la France ou de l'Angleterre, en tout cas, on ne parle pas des États-Unis ou de la Chine, parce que c'est donc et quand vous regardez également au niveau commercial ce que nous apportons au reste du monde, c'est vrai que c'est important, c'est des matières premières, mais en termes de valeur ajoutée, nous n'avons pratiquement pas. Donc ce qui fait qu'effectivement, on doit courir derrière les autres. A priori, c'est pas une mauvaise chose parce que nous avons besoin des autres. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, je pense que nous avons plus besoin de l'Occident que l'Occident a besoin de nous. C'est un débat, mais moi je le pense fermement. Parce que qu'est-ce qui fait le développement au fond ? Ce qui fait le développement au fond, ce n'est pas les ressources naturelles. C'est la science, c'est la technologie. C'est clair, c'est net. Ceux qui pensent que c'est le pétrole, c'est l'or, c'est ceci, c'est fondamental. La transformation de ces ressources naturelles. Parce que le pétrole, c'était quoi ? Le pétrole, c'est une roche. Jusqu'à ce qu'on invente le moteur, à explosion, le pétrole ne servait à rien. Donc, mais qu'est-ce qui a permis d'inventer le moteur à explosion et les autres usages du pétrole ? C'est la science, c'est la technologie. Donc, si vous avez les matières premières et vous êtes là, vous dites que vous êtes riche, mais vous n'êtes pas riche. La richesse, c'est le savoir, c'est la science, c'est la technologie. Alors que, pour l'instant, la science et la technologie se trouvent de l'autre côté. En tout cas, elle est ici, mais elle est encore très minime. Donc, nous avons besoin d'aller chercher la science et la technologie. C'est à partir du moment où nous aurons la science et la technologie que nous pourrons maintenant chercher à discuter d'égal à égal avec ces gens-là. Tant qu'on n'aura pas cela, pour l'instant, on est obligé d'accepter plus ou moins leur desiderata, mais en étant stratégique. Parce qu'il existe en relation internationale ce qu'on appelle la stratégie du profil bas stratégique. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre stade de développement, ça ne sert à rien de bander les muscles, non, ça ne sert à rien. Il faut garder le profil bas, mais stratégique. C'est-à-dire ne pas aller se coucher, se donner à ces grandes puissances-là. Vous, en vous rabaissant, vous savez ce que vous cherchez. Et une fois que vous obtenez cela, vous pouvez maintenant lever la tête. C'est d'ailleurs ce que les Chinois ont fait. Pendant 30 ans, vous n'avez jamais vu la Chine s'opposer aux États-Unis. Même à l'ONU.
quand il y a un dossier concernant les États-Unis, s'ils ne votent pas pour, ils s'abstiennent. Mais justement, c'est parce qu'ils étaient dans cette phase de décollage et qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de la science auprès des Américains, qu'ils se sont comportés comme s'ils étaient moins que rien. Mais maintenant, ils ont eu la science. On voit maintenant qu'ils commencent à élever la voix, y compris contre les États-Unis. Donc, quand vous n'avez pas compris ça, et vous croyez qu'au premier stade de votre développement, vous pouvez discuter d'égal à égal avec les grandes puissances, vous perdez votre temps. Oui, est-ce que ce discours-là tient après 63 ans d'indépendance, professeur? Non, 63 ans, c'est rien dans la vie d'un pays. Il ne faut pas comparer nos pays à des pays qui sont multiséculaires. 63 ans dans la vie d'un pays, il y a des gens qui ont vu naître le Burkina qui sont encore en vie. Donc ça tient même pas, c'est même pas la vie d'un individu. Donc dans la vie d'un pays, 60 ans ce n'est rien. Et il faut tenir compte des réalités de ce qu'on a pu acquérir dans les 60 ans. Et moi je dirais même que dans les 60 ans, on est allé plus vite que les gens ne pensent. C'est parce que justement la science était déjà là. Et que nous, en réalité, il s'agit juste d'importer. On est arrivé sur la scène internationale, tout est là aujourd'hui. C'est ce qui fait que, contrairement à ce que les gens pensent, de 60 ans maintenant, on a eu beaucoup de progrès en Afrique. Prenez l'espérance de vie. L'espérance de vie au Burkina Faso en 1960 était de 35 ans. Même si les gens ne croient pas, mais en réalité c'est ça. En 1960, vous avez la moyenne des Burkinabés ne vivaient pas plus de 35 ans. Aujourd'hui, on est autour de 60 ans. Donc quand même, il y a des progrès. Et ces progrès-là, c'est la science. Et donc, on progresse, mais comme le disent les Ivoiriens, on n'est pas encore arrivé. Donc, il faut savoir, en tout cas, sa place dans ce monde. Peut-être, Bernard Boukman, pour terminer, on n'a pas tellement parlé de cette guerre, justement, russo-ukrainienne, qui aussi fait partie du contexte dans lequel se déroule ce sommet. Exactement, il y a cette guerre-là qui plane sur le sommet. Peut-être que ça a même joué sur la participation de certains chefs d'État africains. Alors, un sommet qui se tient alors que la même Russie est en guerre contre l'Ukraine, et on a vu également le bandage des muscles de l'Union africaine sur le marché des céréales. Alors, est-ce que véritablement, entre l'Afrique et la Russie, ça va durer? Oui, non, il est clair que, comme vous l'avez dit, cette guerre avec l'Ukraine a joué certainement sur la participation, qui a diminué de moitié au niveau des chefs d'État. Parce qu'il semble qu'il y a eu des pressions, ça aussi il faut le dire, de la part des Occidentaux sur certains dirigeants africains, mais c'est surtout compte tenu de la guerre en Ukraine. Il est clair aussi que c'est vrai que géostratégiquement les pays africains devaient en tout cas garder une certaine distance par rapport à cette guerre, mais objectivement c'est une guerre qui devait être condamnée par l'Afrique. Parce qu'après tout, c'est une invasion d'un pays indépendant par une grande puissance. C'est qui ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire que quand vous êtes un petit pays, vous pouvez être à la merci de ces grandes puissances. Les gens me diront qu'il y a eu d'autres invasions, d'autres grandes puissances. Mais non, quand il y a eu l'invasion de l'Irak, tout le monde a condamné. Quand il y a eu l'attaque de la Libye, en tout cas, beaucoup de pays ont condamné en Afrique. Pourquoi c'est quand il s'agit maintenant d'une agression de l'Ukraine parce que c'est la Russie, il faut applaudir? Non, moi je ne suis pas dans ça. Et je pense que beaucoup d'Africains, c'est vrai, comme je l'ai dit, géopolitiquement ça s'explique, mais ils auraient dû condamner cette guerre-là. Et ensuite, vous avez parlé de cette affaire de céréales, du retrait donc de la Russie de cet accord de céréales. Là également, la Russie explique, parce que les Occidentaux ne jouent pas franc jeu en bloquant jusqu'à présent certaines exportations russes. Donc la Russie réagit finalement, il y aura des répercussions sur l'Afrique, puisque beaucoup de pays africains dépendent des céréales russes, des céréales ukrainiennes. Donc il est clair que ça va entraîner une flambée des prix, mais la Russie s'est engagée à remplacer ces céréales-là. Est-ce que c'est une solution durable? Je ne crois pas, parce que ça accroît la vulnérabilité de ces pays africains qui seront finalement dépendants uniquement de la Russie, en tout cas grandement de la Russie, pour ces importations-là. Peut-être, Geoffroy Avara, il y a aussi la donnée Wagner? Oui. Ça, je vais l'aborder aussi, parce que quand on arrive à des discussions en Russie, alors que Wagner, en tant que service, en tout cas militaire privé, n'est pas accepté, en tout cas dans les textes russes,
je ne sais pas si c'est un balai d'hypocrite ou bien comment on peut le concevoir. C'est sûr qu'il y aura des discussions, puisque quand on prend le cas du Mali qui dit il n'y a pas Wagner, alors qu'on voit Prigojine lui-même qui tient des discours qui semblent montrer que Wagner y est présent, à un type de sommet, ce sera des rencontres de couloir, mais c'est de l'ordre de l'impossible. C'est clair que la question de Wagner, Moscou a toujours eu un discours un peu ambigu là-dessus, mais il est clair que tout le monde sait qu'il y a des liens entre le Kremlin et puis Wagner, ça c'est connu. Alors, maintenant, comment la question va être gérée ou discutée à Saint-Pétersbourg, je n'en sais pas grand-chose pour l'instant, mais il est clair que ça ne peut pas être une question débattue en public. Ça va être certainement, comme vous le dites, dans les couloirs, comment la question va être gérée. Mais pour moi, en réalité, au fond, cette question de Wagner, c'est parce que ils ont été taxés de mercenaires ou autres, parce que sinon, les armées africaines et toutes les armées du monde emploient souvent des expatriés dans leur mission. Quand vous regardez, il y a beaucoup de pilotes d'Europe de l'Est et autres qui sont dans les unités africaines depuis très longtemps, depuis bien avant cela. Mais maintenant, la question effectivement de Wagner arrive comme une arrivée massive d'une armée privée, entre guillemets. C'est ça qui a peut-être irrité l'Occident et finalement nous a mis dans cette situation. Sinon, au fond, c'est des choses qui se passent à travers le monde. Mais les mêmes ont utilisé ces mêmes armées privées en Irak, notamment les États-Unis. C'est beaucoup plus des entités militaires privées qui ont combattu en Irak. Tout à fait. Mais c'est une guerre géopolitique, donc le combat entre des grandes puissances, le problème c'est là. Lorsque les grandes puissances s'affrontent, c'est les petites nations qui prennent les pots cassés. En réalité, c'est ça. C'est comme on dit quand les éléphants se battent. Et c'est malheureusement cette situation. Quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Wagner qui décide d'ailleurs de se replier sur l'Afrique, de mener ses activités en Afrique et de sortir de l'Ukraine. Le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme. Elle s'achève donc. Elle était consacrée au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tient les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. Nous avons parlé également de cette situation au Niger en espérant que les choses évoluent. Nous étions avec Ousseini Ili, enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, mais également chargé de cours à l'Institut des hautes études internationales. Merci, Monsieur Ili, d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup à vous. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, Président. Et merci à toutes nos équipes de réalisation, ainsi qu'à vous également, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'avant-dernière audience de la 7e saison du tribunal de l'actualité que vous retrouverez demain pour le final. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.